Bonjour tout le monde. Moi, c'est Thierry Grimoire. J'ai 29 ans. Je suis voyageur. Je suis entrepreneur. Je suis président d'une association. Et je suis aussi noir, réunionnais et homosexuel. Alors là, aujourd'hui, je vous en parle et je vous le dis avec beaucoup de fierté. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il faut savoir que moi, je vais vous raconter un petit peu de mon histoire et j'ai décidé de le faire en 3 parties. 3 parties. 3 sujets, 3 clichés, 3 leçons à apprendre. Je vais commencer par vous parler un petit peu de mon enfance. Moi, je suis né dans une très belle ville qui s'appelle Le Port, une ville qui, de base, est extrêmement stigmatisée. Stigmatisée pour sa population, stigmatisée pour sa pauvreté et stigmatisée pour sa délinquance. Moi, je n'étais pas ce type de porte-voix. Quand j'étais petit, j'étais le genre de garçon extrêmement sensible, le genre de garçon qui adorait jouer avec les filles, qui adorait danser, et qui, quand on jouait avec mes cousins et mes cousines, voulait toujours être la mariée. Et je me souviens d'ailleurs que mes tatis et mes tontons, ils adoraient me garder, parce que je n'étais pas un garçon comme les autres, et ils me disaient toujours « Ah, vous voulez pas un marié comme les autres ?» Parce que j'étais sage, parce que j'étais calme, et j'adorais lire des livres et recopier les livres tout simplement. Et je me souviens aussi que quand j'étais dans les cours de récréation maternelle, mes amies filles, elles me disaient toujours « Ah, mais Terry, toi, t'es pas un garçon comme les autres. » Et ça sonnait vachement comme un compliment. Puis un jour, j'ai 10 ans, ma maman et ma marraine viennent me voir et me disent « Ah, mais Terry, toi, t'es pas un garçon comme les autres. » Et du coup, là, ce jour-là, ça sonnait plus comme un compliment. Elles m'ont expliqué qu'un garçon, ça n'avait pas le droit de pleurer. Qu'un garçon, ça devait être dur. Qu'un garçon, ça jouait pas au Barbie avec sa petite sœur, ça jouait plutôt aux voitures et au foot. Qu'un garçon, ça a des obligations. Qu'un garçon, ça doit être un vrai bonhomme. Qu'un garçon, ça ne croise pas les jambes. Qu'un garçon, ça doit forcément, ça n'a pas le droit de dire à la télé « Oh, mais ce garçon-là, il est beau ». Et elles m'ont demandé de changer. Alors je l'ai fait. Je l'ai fait sans comprendre, parce que je ne comprenais pas. Je me disais « Mais pourquoi mes sœurs, elles ont le droit de dire « Ah, mais cette fille, elle est belle quand elle regarde la télé ». Et moi, je n'ai pas le droit de dire pareil pour un garçon. » J'ai changé. J'ai essayé de devenir un vrai garçon. Alors je suis allé voir mes amis et je leur ai dit « C'est fini, je ne peux plus venir avec vous jouer et échanger des posters. Je vais aller jouer au foot avec les autres garçons, parce que je dois être un vrai garçon maintenant. » Et à partir de ce moment-là, j'allais à toutes les récréations, sur le terrain de foot. J'avais peur du ballon, je détestais ça, j'ai toujours détesté le foot. Mais j'y allais. Je continue. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'était prévu. Parce qu'un garçon, ça a le droit de pleurer maintenant. Et ça, je l'ai compris. Moi, ce que j'ai envie de faire passer comme premier message aujourd'hui, c'est aux parents. Premièrement. À partir du moment où j'ai décidé de changer, j'ai porté un masque. Le masque qui fait qu'aujourd'hui, mon petit frère, il est incapable de dire « merci, je suis content » et d'exprimer ses émotions. Le masque qui fait que j'ai jamais vu mon père pleurer, sauf quand il est sous. Mais sinon, en dehors de ça, je l'ai jamais vu pleurer. Ce masque-là, nous, on le transmet de génération en génération. On force les garçons à entrer dans un moule et à porter un masque qui leur fait mal. Un masque qui fait mal à toute la société. Un masque qui est toxique. Il s'appelle la masculinité toxique. Et ce masque-là, il fait mal aux femmes, il fait mal aux hommes, il fait mal aux homosexuels, mais il fait aussi mal aux hétérosexuels. Incapables d'exprimer leurs émotions, incapables de communiquer sur leurs problèmes, il faut qu'on arrête de le transmettre. C'est le premier message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Je vais continuer mon histoire. Normalement, sur la suite, je ne pars pas, je vous rassure. Je vais continuer mon histoire. Donc voilà, mes parents m'ont dit ça, je me suis dit, allez, c'est parti. Maintenant, je suis un vrai garçon, je ne pleure plus. Et pendant des années, je n'ai pas pleuré. Pendant des années, j'ai porté ce masque-là. J'ai 14 ans, tout va bien, on habite en Hexagone.
Tout va très bien dans ma vie. On n'est pas riche, mais on n'est pas pauvre. Et du jour au lendemain, on est en 2008, ma mère perd son restaurant, c'est la crise, on est obligé de retourner à La Réunion, on va vivre chez Mémé. Et c'est une période qui a été assez difficile. Difficile parce qu'on est passé d'une vie confortable à une vie moins confortable, on va dire. Donc il n'y avait plus de cadeaux pour Noël. On mangeait, mais parfois on avait quand même faim. Et pendant toute cette période-là, je me suis dit, j'ai pas envie de vivre comme ça toute ma vie. Je dois m'en sortir, il faut que je quitte le prolétariat, il faut que je quitte la misère dans laquelle je suis en train de vivre actuellement. Alors j'ai décidé de me concentrer sur mes études. Je me suis dit, les études avant tout. Parce que mes parents m'ont toujours dit, il faut faire des études. Et moi, j'écoutais beaucoup mes parents à l'époque. Donc j'ai étudié tous les mercredis après-midi, tous les samedis. Au lieu d'aller avec mes amis jouer, de toute façon, je n'aimais pas jouer au foot, mais j'allais à la médiathèque. Et j'étudiais. Et pendant des années, j'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai raté... je me souviens, à 16 ans, j'ai eu mon premier copain. Il s'appelle Aurélien. Si tu m'entends aujourd'hui. Je rigole. Il s'appelle Aurélien, il était beau, il était gentil, il était vraiment très bienveillant, mais j'avais 16 ans, j'étais en première, j'ai eu un 10 sur 20 en maths, et je me suis dit, c'est pas possible. J'ai ma carrière à construire, je suis désolé Aurélien, t'es tout ce que j'aime, mais c'est fini. Donc je l'ai quitté. Ensuite, quand j'ai commencé mes études à l'université, c'était un peu pareil. Il n'y avait rien qui passait avant mes études, et donc, à un moment donné, mon grand-père est mort et je suis pas allé à son enterrement parce qu'il fallait absolument que je révise et que ma priorité c'était ça. Et j'ai fait beaucoup de sacrifices pour ça. Donc au niveau de mes études, ça s'est très bien passé. Quand on fait des efforts et quand on fait des sacrifices, forcément, il y a des succès qui arrivent. Donc je fais 2 années en Hexagone, puis après je pars 2 années en Espagne. Et franchement, j'ai vécu une histoire incroyable là-bas, c'était vraiment génial. Avant de partir, j'avais un copain à l'époque, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble, ça faisait 2 ans qu'on essayait de se mettre ensemble, mais ça allait pas. Et puis au final, j'ai réussi à être avec lui. Et je veux partir en Espagne, il me dit non, tu peux pas partir 2 ans, c'est trop long, nanana, nanana. À votre avis, qu'est-ce que je fais? Désolé, c'est fini entre nous, ciao, bye. Lui, il n'était pas parfait, donc ça tombait bien. Donc je pars en Espagne, j'ai l'occasion de faire un double diplôme français-espagnol. C'était vraiment incroyable. Et je reviens en France. Et là, pour la première fois de ma vie, je subis le racisme. En France, les notes, elles sont sur 20. En Espagne, elles sont sur 10. Sur les 5 personnes qui sont parties, j'étais le seul à avoir ces notes qui n'ont pas été multipliées par 2. Pour les personnes qui ne sont pas forcément très douées en maths, je vais faire le calcul avec vous. Quand on a 10 sur 10 en Espagne, on a 20 sur 20 en France. Quand on a 5 sur 10 en Espagne, on est censé avoir 10 sur 20 en Espagne. Moi, j'avais eu des 8 sur 10, et au lieu de les transformer en 16, ils ont été transformés en 15. J'avais eu des 7 sur 10, au lieu de les transformer en 14, c'était transformé en 12 ou en 13. Et sur les 5 personnes, j'étais le seul à ne pas avoir été le cas. J'étais le seul à qui on n'a pas doublé les notes. Sur les 5 personnes, on était 2 homosexuels. Donc l'excuse c'est de l'homophobie, parce que moi à l'époque, la seule crainte que j'avais, c'était je vais subir de l'homophobie toute ma vie, donc j'étais persuadé que quoi qu'il arrive, j'aurais de l'homophobie. C'était pas l'homophobie, il y avait un autre homosexuel avec moi. J'étais parti 2 ans, donc en double diplôme, donc je m'étais dit peut-être que ceux qui sont partis 1 an, ils ont eu un traitement différent. Mais en fait, ceux qui étaient partis 2 ans avec moi, ils avaient aussi eu leurs notes qui étaient doublées. La seule différence que j'avais avec les autres, c'était que moi j'étais noir. Mais je refusais de le voir. Je refusais de le voir parce que j'ai vécu en France pendant tellement longtemps et je me sentais français. Et j'avais fait tous les efforts, je me défrisais les cheveux depuis que j'ai 12 ans pour avoir la même coupe que tous les autres. J'étais le meilleur de ma classe en français. Je mangeais avec un couteau et une fourchette et tous mes cousins, quand je revenais à La Réunion, ils me disaient « Ah, William fait les oreilles, ouais !» Donc vraiment, ça pouvait pas être possible, ça pouvait pas être du racisme parce que j'étais français. Donc j'ai continué ma vie. Deuxième message avant de continuer ma vie. Le deuxième message, c'est que le racisme, il existe toujours. Il a juste pris des formes différentes. Il est plus subtil, il est plus difficile à déceler, mais il est encore là. Et même à La Réunion. Et le racisme, je l'ai vécu à l'université, mais je l'ai aussi vécu chez le médecin, je l'ai aussi vécu chez le dentiste, je l'ai aussi vécu dans la rue. Le racisme, il est partout. Et en fait, à partir du moment où on a quelqu'un pour pouvoir se comparer avec, parce qu'au final, j'ai quand même un copain, et ça fait 10 ans qu'on est ensemble, à partir du moment où on a... Et mon copain, il est blanc. Et en fait, à partir du moment où j'ai pu me comparer à lui,
quand on allait chez le même médecin pour le même problème, lui, il avait énormément de tests et d'hôpital de jour et des ceci et cela. Et moi, je me retrouvais avec, tiens, on va prendre ça et puis on verra si ça marche ou pas. Chez le dentiste, un jour, on est allé à 2 jours d'intervalle chez le même dentiste à la même période. Lui, il a pu se rincer la bouche, mais moi, on m'a dit, ah non, il ne faut pas que tu te rinces la bouche parce que Covid, nouvelles règles sanitaires, patati patata. Donc le racisme, il est toujours là. Donc je continue ma vie. Je continue ma vie, donc moi, toujours avec cette idée de faire carrière, etc., je voyage énormément. Je vais vivre en Autriche, je vais vivre en Espagne, je vais vivre en Allemagne, j'ai vécu et travaillé, hein, c'est pas juste des vacances. J'ai travaillé au Portugal, et puis je me retrouve au Canada. Au Canada, on a une vie incroyable. On a un appart immense, avec le copain, il reste là. Hein. Celui-là, je l'ai gardé. On a un appart immense, on a un salaire immense également, et tout va bien dans ma vie, mais je ne sais pas pourquoi, je me sens pas heureux. Au Canada, c'était un petit peu la pandémie, encore une fois, et à ce moment-là, j'ai commencé à m'accepter vraiment comme j'étais. J'ai commencé à prendre conscience et à accepter que toutes les fois où on ne m'a pas traité comme mon copain, c'est uniquement parce que j'étais noir et lui, il était blanc. Et donc, j'ai décidé là-bas d'arrêter de me défriser les cheveux. J'ai décidé là-bas d'avoir plus d'amis qui me ressemblent. Parce qu'avant, j'étais un peu que avec des blancs. Et donc, je fais ma vie au Canada, tout se passe bien. Et là, je vois sur les réseaux sociaux, première marche des visibilités LGBTQIA+, à La Réunion. C'est dans 2 semaines. Sauf que moi, j'habite au Canada. On est encore un petit peu sur la fin du Covid. Si je pars, je ne peux pas revenir. Ça fait 2 ans que j'y suis. Je me pose la question. Je dis à mon copain, j'y vais pas, j'y vais pas. La marche, c'est le dimanche. On est vendredi. Il est 7h du matin, je me réveille et je vais faire de la méditation dans un parc. Pourquoi pas? Et je reviens et je dis, bon, Charles, je pars à La Réunion. Il me dit, quoi? Comment ça? Ouais, je pars demain. Ok. Donc j'appelle ma mère. Maman, il me faut un motif impérieux. Je saute dans l'avion. Je déteste l'avion, il faut savoir ça. C'est bizarre pour un voyageur, mais c'est comme ça. Je pars le vendredi. J'arrive le dimanche à La Réunion. Arrivé à La Réunion, ma mère vient me chercher. On va chez elle. On écrit chacun nos petites pancartes. Ma mère écrit « Plus de tolérance dans mon île intense ». Avant de partir, bien évidemment, j'ai pris une tenue incroyable, parce que quand même l'a dit, première marche des visibilités, il faut qu'on me reconnaisse. Donc j'achète la plus grosse robe de tous les temps. Moi, petit garçon à qui on dit « tu peux pas jouer à la mariée », j'ai la plus grosse robe de mariée. Elle est noire, elle est magnifique, j'ai mon parasol qui va avec. Et devinez qui m'a aidé à mettre ma robe et qui m'a remonté mon truc? C'est ma maman. Elle qui me disait « un garçon ceci, un garçon cela ». Pour la première fois de ma vie, je marche comme je me sens à La Réunion, sur mon île, et je me sens noir, réunionnais et homosexuel. Et à cette marche des visibilités-là, j'ai dansé du Maloya. Alors ça m'a fait tellement plaisir. Vous imaginez, vous, moi, avec ma robe immense à danser du Maloya, avec ma mère à côté qui tape des mains? Mais c'est un rêve qui se réalise. Et ça a changé ma vie. Depuis, la carrière, j'en ai plus rien à faire. Je l'ai mise de côté. Je quitterai jamais mon copain pour ma carrière, si tu m'entends. Et j'ai décidé de faire une nouvelle carrière, une carrière dans une association, une carrière pour aider toutes ces personnes, ces jeunes qui souffrent encore aujourd'hui. Une carrière. J'allais dire désolé, mais je le pensais pas. Enfin, je le penserais pas, donc je le dirai pas. Une carrière pour toutes ces personnes qui souffrent énormément, comme moi j'ai pu souffrir. Il reste 1 minute, il faut que je fasse vite. Le dernier message que moi j'ai envie de faire passer. Dans un premier temps, j'aimerais m'adresser aux parents. Ne cherchez pas à changer votre enfant parce qu'il est trop comme ci, parce qu'il est trop comme ça, parce qu'il est trop timide. Parce qu'il le fera, il changera pour vous, mais il ne sera pas heureux. Le deuxième message, c'est pour tout le monde. Aimez-vous comme vous êtes. Vous êtes magnifique. Et la vie, on vous le rendra. Et enfin,
j'aimerais m'adresser à tous mes enfants, à toutes les personnes que j'aide au quotidien et à ma house. Je vous aime. Merci.